Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Monaco Info dans votre 18h30. Nous sommes le dimanche 31 mars et voici les titres. Du sport dans ce journal avec la victoire de l'AS Monaco FC contre Metz, mais défaite cependant pour la Roca Team en Betclic Elite face au Saint-Quentin Basketball. Le meneur de jeu Mike James était d'ailleurs laissé au repos pour cette confrontation. Mais nous aurons le plaisir de l'entendre à l'occasion d'un entretien exclusif accordé à Monaco Info à propos de son rôle au sein de l'effectif monégasque, mais aussi sur son sacre, vous le savez, de meilleur marqueur de l'histoire de l'Euroleague. L'étoile de Monaco s'est inclinée hier soir aux portes de la finale du top 12 de gym. Le résumé de la rencontre face à Antibes à retrouver dans quelques instants. Et puis nous prendrons la direction de l'Italie pour assister à une exposition au château Doria. Plusieurs artistes y proposent leurs œuvres montrant le trait d'union entre Dolce Acqua et la principauté. Pour finir, les amoureux de cinéma pourront découvrir Mon XXe siècle proposé par l'Institut audiovisuel de Monaco. Vincent Vatrican vous dévoilera toutes les informations autour de ce film. Nous débutons ce journal avec vos résultats sportifs du week-end et notamment la très belle victoire de l'AS Monaco FC 5-2 contre Metz. Face aux relégables, les Rouges et Blonds n'ont eu besoin que de 4 minutes pour ouvrir le score, 16 pour se mettre tranquillement à l'abri 3-0. Adi Hutter a pu se permettre de faire tourner son effectif avec les entrées pour la dernière demi-heure de Magassa, Diatta et Balogun. Ce dernier s'est même offert un doublé dans la rencontre. Prochain match pour l'AS Monaco FC le dimanche 7 avril au Stade Louis II contre Rennes. En basket, la Roca Team s'est malheureusement inclinée sur le parquet de Saint-Quentin. Une défaite au buzzer 71-69 et c'est seulement à noter la 3e fois de la saison que les Roca Boys s'inclinent en Betclic Elite. Ce match était d'ailleurs marqué par certaines absences, notamment celle de Jordan Lloyd et Mike James. Mike James qui a été récemment élu meilleur marqueur de l'histoire de l'Euroleague. Nous avons d'ailleurs profité de ce moment clé dans la carrière du meneur de jeu pour aller à sa rencontre. De l'état de forme de la Roca Team à son rôle au sein de l'équipe, Mike James s'est confié à notre journaliste Frédéric Elion. Un entretien réalisé avec Jean-Alexandre Dordet et Clélia Renaud. Mike, how are you? I'm good, how are you? I'm good too. Thanks for having us here in Gaston Médecin. We are 3 games left before the end of the EuroLeague regular season. It's very close between the top teams in the standings. What should be the goal for the team, top 2, top 4? I think it's always good to have home court if we can, but I think just getting ready for playoffs. I think using these games to get ready and try to win as many as we can and just hopefully go healthy into the playoffs and be at the best shape we can be in. It seems like the team is improving every year since you arrived. First year it was Game 5, first round exit. Last year it was Final 4 and 3rd place. Do you think that this year the Roca Team has all the tools to maybe win the EuroLeague? I hope so. I mean, you know, it's hard to say. You get into the playoffs, certain matchups matter than other ones. Just depends on what's going on. But, you know, we fighting every day to just try to improve and hopefully we can get the chance to play for it. For the first time of your career, you stayed 3 consecutive years in the same team, in the same places, let's say. Why Monaco is such a special place for you? I don't know. I think other places I left just because of basic circumstance. Yes. Like, I think Baskonia, I just kind of evolved out of that situation. Pana were lowering their budget when I was leaving, so it was kind of over. Milan got a new coach. You know, it's just some things just happen where you part ways with teams, and you know, that's just how it happens. And I think I got here at a time where they were building, and I think they chose me as one of the people they wanted to build with, and then you know, I was able to find a way to stay. A lot of professional athletes say, okay, the result on the court is important, but the lifestyle and the life as a man is important too. You find a good place too here in Monaco? Yeah, I think everywhere I played has been pretty okay, to be honest. I'm kind of simple in what I like to do and the things I need to just, you know,
have a good life. So I think Monaco also provides that, and the weather's pretty good too. So I think, yeah, it's good off the court as well. The coach said you are the best player he ever coached, and you help each other becoming better. In what way? Can you explain that relation that you have with him? I think I think every coach I've had has helped me be a better player, because everybody has different perspectives than you. So they teach you different things and have you look at the game in a different way. Yes. So I think every coach has kind of helped me in that aspect to a certain degree, some more than others obviously, but that's just how it is. And I think as him being a player as well, he has maybe two different perspectives, a player's perspective and a coach's perspective. So I think that also gives me just good ideas to bounce on, and just like sometimes he has a feeling for the game as a player, and then he looks at it from the coach, so we can kind of dialogue that, and it just comes to I think a more cohesive decision that way. He also said he hopes you will win that MVP EuroLeague trophy, and that he would like that it will be followed, you know, by a team success for sure. If he fails to connect those two things, he will be characterized as very good, but not the best. Do you agree with that sentence? Yeah, maybe. I think all of it is subjective, right? So everybody has their own opinion. Everybody's going to have stats and how they feel about a certain player and how they feel this player did this. But I think I'm in the conversations. I think I get brought up, and then I think the more and more you accomplish, the more and more people bring you up, and the stronger argument you have as a mass. So the MVP trophy kind of became whatever to me, kind of, because I think I should have won it like 2 or 3 times. So, you know, that's just how it goes sometimes. And but a championship is definitely something that I'm looking forward to, and I want to win. And just you know, you play to win. So yes, sure. Obviously, I want to win. Last question, Mike. After the record that you break here against the Red Star, I remember in the press conference you said, "For now, I did not realize what I just did, but maybe in a couple of weeks or even this summer when the championship will be done, do you realize a bit more what you achieved, or not yet?" I don't think like maybe, I don't know. I think like I don't think about it as much. I don't like go about my everyday just like, oh yeah, that's what I did. I think that also Monaco's kind of small, so I don't think like I go out and be like, and people just see me, new people to say anything to me. So it's kind of hard to just be like, oh yeah, that's what happened. But that's why I said maybe in the summer I'll notice it more, just because if people bring it up in the summer in a whole different continent, I think that'll make it more grounded for me. But if not, then maybe I'll just kind of go without even realizing it for forever. Mike, thanks a lot for your time. We will let you have lunch, and we see you soon. Thank you. Okay. Thank you, brother. Un mot de gymnastique pour clore ce volley sport. Hier soir, à Juan-les-Pins, l'étoile de Monaco s'est inclinée face à l'Olympique d'Antibes en demi-finale du top 12 masculin. Score final 42-30. Les qualités indéniables des gymnastes monégasques n'ont pas suffi à surpasser celles de l'adversaire antibois. Le récit de Théo Schumer et Marie-Ève Béé. Le premier duel donnait déjà le ton de cette 7e journée de top 12. Au sol, l'Olympique d'Antibes ouvre le score et creuse ensuite l'écart avec l'Étoile de Monaco tout au long de leur rencontre. Seuls 2 gymnastes monégasques parviennent à resserrer les résultats, Vincent Johanweck aux anneaux et Ilya Kovtun qui remporte quant à lui 5 autres duels, dont le dernier à la barre fixe. Mais malgré les efforts évidents de leurs camarades, cela n'était pas suffisant pour rattraper l'adversaire antibois. Un petit peu de déception, après on connaissait notre niveau, on connaissait le niveau de l'équipe adverse. On savait que s'ils ne faisaient pas d'erreur, on ne pouvait rien faire. Et c'est ce qui s'est passé, ils n'ont fait aucune erreur, ils ne nous ont pas laissé une seule porte. Donc pas de déception à la fin de ce match. Des Antibois qui se sont montrés solides sur les 6 agrès pratiqués et qui ont gardé l'avantage face à leurs adversaires du Rocher. On aurait aimé gagner cette demi-finale pour pouvoir accéder enfin à la grande finale, mais voilà, Antibes a fait un super match, ils ont fait des exercices très bien réalisés.
À beaucoup d'agrès, on était quand même assez similaires. Après, il y a eu une meilleure réussite de leur part et quelquefois une meilleure exécution aussi sur des mouvements clés. Voilà, maintenant il va falloir se remobiliser pour encore une fois aller chercher la 3e place. Ça va être un match encore une fois serré avec une très belle équipe et on va se préparer au mieux pour réussir à atteindre cet objectif comme on l'a fait l'année dernière, il y a 2 ans. Et cette 3e place, l'Étoile de Monaco la disputera en finale le 18 mai prochain face au club d'Orléans. Une occasion peut-être de conclure cette belle compétition sur une note positive. Tout autre chose pour poursuivre ce journal. Depuis le 9 mars, plusieurs œuvres des artistes du Comité national monégasque de l'AIAP auprès de l'UNESCO sont exposées au sein du château Doria à Dolce-Acqua. Une exposition intitulée « Un destin aux sources de la tragédie ». Justin Adel et Marie-Ève B sont allés la visiter. Reportage. Une présentation artistique qui s'inspire de l'histoire romanesque, créant le lien entre la commune de Dolce-Acqua en Italie et la principauté de Monaco à la fin du XVe siècle. Sur ce thème du croisement entre la famille Doria et Grimaldi, j'ai pensé mettre ces pièces qui sont en fait donc des couronnes qui représentent donc la royauté, le pouvoir, la sagesse. Plusieurs artistes sont conviés. Les œuvres sont exposées dans différentes salles du château des Doria, mais aussi en extérieur. Le but, aborder ce rapprochement historique à travers le genre de la tragédie. Lors de notre passage, l'une des artistes est présente. Caroline propose plusieurs pièces. Son art, le travail du métal. Le concept ici, c'est de commencer avec ce qu'il y a de plus simple en métal, c'est-à-dire une tôle en métal, carré, rectangulaire, quelque chose de très basique. Dessus, de dessiner à la craie, ce que tout le monde peut faire également. Un dessin qui va devenir, au fur des années, très complexe. De découper ça en devinant l'effet qui va se produire quand tout ensuite va être déplié. Parmi les œuvres qu'elle a sélectionnées, pour certaines importées des États-Unis, celle-ci. On a ce phénix rouge qui représente donc la Renaissance. Dans sa couleur rouge, ça peut représenter le feu, le sang, la vie, la passion, beaucoup de choses. Un rouge qui peut aussi rappeler celui de Monaco, en terre italienne. Et je vous informe que cette exposition au château Doria sera prolongée jusqu'au 14 avril prochain. Je vous parle à présent d'une autre exposition proposée également par l'AIAP. Elle s'intitule « Murmure de la faune » et dévoile une belle série de photographies signées Xavier Lamour. Il a rencontré la vie sauvage en Afrique du Sud en 2021 et a décidé depuis de sensibiliser les consciences à la protection de la faune grâce à ses photographies d'animaux. Ces clichés sont à retrouver jusqu'au 7 avril au 10 quai Antoine Ier. Une nouvelle solution de transport est en service depuis ce lundi en Principauté. Son nom, ClickBus. Alors comment fonctionne-t-il? Quels sont les quartiers concernés et à quelle fréquence? Frédéric Elion vous répond dans ce reportage réalisé avec Alexandra Marangoni. Le 9 février dernier, le gouvernement princier présentait un nouveau plan de mobilité. Objectif, faciliter le trafic aux entrées et à l'intérieur de la Principauté. Parmi les différentes mesures, ClickBus lançait ce lundi un nouveau service de transport à la demande. Alors, la mise en place de ClickBus, ça vise à répondre à un réel besoin d'amélioration de la desserte en transport en commun de certains quartiers. Aujourd'hui, le réseau ne passe pas, notamment parce que les voies sont trop étroites ou que la configuration ne s'y prête pas. Le transport à la demande, c'est une solution qui est plus adaptée, qui est plus flexible qu'une ligne de transport classique et donc qui est mieux dimensionnée qu'une ligne classique pour ces quartiers particuliers. ClickBus dessert donc depuis ce lundi l'Annonciade, Platy et les Fleurs via des minibus électriques. Plusieurs arrêts de ces quartiers sont reliés à 4 points stratégiques de la Principauté, avec des arrêts de correspondance Place d'Armes, au centre commercial de Fontvieille, à l'Office du tourisme et Place des Moulins. Pour réserver un transport depuis ou vers l'un des 3 quartiers desservis, il suffit de passer une commande via l'application ClickBus Monaco ou en appelant ce numéro de téléphone. Le but est de rapprocher les usagers des quartiers qui n'ont pas la possibilité de passer avec un bus de taille classique. Et donc on vient avec des véhicules de plus petite taille. Donc ceci est un véhicule Car100, type Car100, qui permet la prise en charge de poussettes et de PMR. Nous avons aussi 2 autres petits véhicules qui sont des véhicules e-Jumpy, donc des petites voitures,
qui permettent de passer dans des rues un peu plus étroites. Vous pouvez réserver de façon récurrente aussi, donc à l'avance et aussi à la dernière minute. Il y aura peut-être un petit temps d'attente. Évidemment, nous avons donc 3 véhicules qui tournent dans la journée, en semaine, et le week-end un petit peu moins. Et aussi des véhicules qui tournent la nuit. Vous pouvez réserver tous les jours de 7h à 21h20. La nuit, le service est disponible à tous les arrêts de bus de la Principauté jusqu'à 1h30 du matin en semaine et 2h30 le vendredi et samedi. Les tarifs sont identiques à ceux des autres lignes de bus à Monaco. Tous les titres et abonnements du réseau sont valables à bord de ClickBus. Quand ils ne sont pas en intervention, les sapeurs-pompiers de Monaco s'entraînent pour affronter toutes les situations. Par exemple, certains d'entre eux sont habilités à la plongée sous-marine. Et pour en savoir plus, nous vous proposons ce soir une immersion lors d'une matinée de préparation à un type de plongée bien spécifique. Le reportage est signé Alban Gingembre et Alexandra Marangoni. Tous les pompiers ne sont pas plongeurs. À Monaco, où ils sont 6. Leur particularité, la qualification SNL, intervention en surface non libre, c'est-à-dire dans des milieux où il est impossible de remonter directement à la surface. Les plongeurs sont partis poser une ligne de vie pour une reconnaissance sous la digue. Donc on fait le tour de la digue, on posait le fil. Donc on s'est vraiment passé ce qu'on appelle un SNL, surface non libre. Le port de Monaco a cette particularité d'être en partie construit sur l'eau, un terrain d'entraînement parfait pour les plongeurs. C'est bien pour nous, ça nous permet de nous entraîner. Ça permet également de connaître les lieux. Si un jour on doit intervenir, on connaît les lieux et on ne sera pas surpris le jour J de l'intervention si toutefois on doit intervenir. Il y a 2-3 mètres de visie, c'est pas fou. Ouais. Et la longueur totale de la ligne, c'est 60 mètres. C'est bon, nous on note tout et après vous déséquipez et on prend la relève. Les interventions en mer sont d'abord assurées par la police maritime, mais les plongeurs du corps des sapeurs-pompiers peuvent intervenir si besoin, d'où la nécessité de se préparer. Au plus on répète nos gammes, au plus on est entraîné, au plus l'intervention sera facile. Exercice réussi pour aujourd'hui. Un nouveau film est proposé par l'Institut audiovisuel au Théâtre des Variétés. Mon 20e siècle sera projeté ce 2 avril à 20h. Ce long métrage vous plonge au cœur d'une double idylle lourde de conséquences. Plus d'explications aux côtés de Vincent Vatrican. Il est interrogé comme d'habitude par Fabien Bonilla. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Mon 20e siècle, c'est le titre du film dont on va parler. C'est un film hongrois de 1989, mais qui parle d'une histoire qui se déroule au tout début du 20e, d'où le titre. Qu'est-ce que mon 20e siècle ? Encore un chef-d'œuvre ? Je vais pas donner l'étiquette de chef-d'œuvre à tous les films. C'est un bon film. Mais c'est une vraie découverte. J'ai même assez précisément en tête le souvenir de cette projection, puisque la première avait été donnée à Cannes en 89. Et on est tous sortis de cette projection absolument émerveillés d'un premier film hongrois. C'est d'ailleurs le premier film hongrois, je crois, qu'on programme dans tout l'art du cinéma. D'accord. Elle a obtenu la Caméra d'Or. Et qui a obtenu la Caméra d'Or, donc prix qui a été créé justement pour couronner une première œuvre, et une œuvre évidemment prometteuse. De quoi parle le film ? Alors, le film raconte... Qui est en noir et blanc, même si c'est en 1989. En noir et blanc, très beau, magnifique noir et blanc. L'histoire de 2 sœurs jumelles, interprétées par la même actrice, magnifique, Dorota Segda, qui sont à leur naissance séparées par les tumultes de l'histoire, et qu'on va retrouver, donc début du film, on est précisément en 1880, l'année où Thomas Edison invente l'électricité. Et le film va courir plusieurs années jusqu'à l'invention du cinéma, qui est relaté de diverses façons dans le film, et un peu au-delà. Et ces 2 sœurs vont avoir des parcours
totalement séparées. Avec des caractères différents. Avec des caractères très différents, puisque l'une est un peu aventurière, séductrice, et l'autre est plutôt militante anarchiste. Et elles vont avoir une relation avec le même homme. Elles vont... Je dévoile pas la fin, hein, c'est pas la fin du film. Mais ce qui est passionnant dans le film, c'est surtout la manière dont les chemins de l'histoire vont les faire se croiser. On mélange différentes tonalités dans le film, on passe du mélo au film d'aventure, au film d'amour, au film un peu révolutionnaire. C'est un film qui, par certains côtés, réalisé par une femme, on l'a peut-être pas dit, Ildiko Enyedi, et ayant pour personnages principaux deux sœurs jumelles, un film dont le discours est volontairement féministe. Et le noir et blanc, ça a son importance, ça a son charme, c'est capital même. C'est un des atouts du film, parce que le travail avec le chef opérateur, effectivement, donne un noir et blanc presque avec des nuances argentiques, mais presque au sens littéral du mot, c'est-à-dire que entre le noir et le blanc, il y a cette couleur un peu argent qui rehausse certains moments du film. Donc c'est un film qui esthétiquement est vraiment très très bien travaillé. Je trouve que le film correspond tout à fait à ce qu'on est en droit d'attendre du cinéma, ce que peut le cinéma nous faire rêver. Et c'est vraiment un film qui nous fait rêver. Bon, on va rêver avec Mon XXe siècle. Merci Vincent. Merci Fabien. Micsoda találkozás. Hányos kapi? 22-es. Minden körülmények közt szükségesnek, sőt elengedhetetlennek tartom, hogy a nők szavazati jogot kapjanak. Szeretne rejtélyesnek látszani? Úgy látom, nincs egy cseppet sem zavarban, hogy mindenkivel úgy bánik, ahogy velem tette. Higgyel, én jobban megvédettem, érted? Melyik nővel lennél boldogabb? Majd mi segítünk. Avant de refermer ce journal, partons pour l'Inde. Dans le sud du pays précisément, l'association Monaco Aide et Présence finance un programme pour aider les enfants et familles touchés par le VIH. Il offre notamment un suivi médical et psychosocial. Une équipe de Monaco Info a pu suivre la présidente de l'association sur le terrain. Regardez ce Focus Info proposé par Patricia Navarro et Sylvain Péroumal. Nous sommes dans l'état du Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde. À 1h30 du premier aéroport régional, la ville de Dindigul n'échappe pas aux problématiques auxquelles doit faire face le pays. Un défi environnemental d'envergure, des inégalités sociales très importantes, un déficit d'infrastructures et un chômage structurel. Ici, la population vit dans des conditions difficiles et elle tire la plupart de ses revenus de l'agriculture. Dans ce contexte, les enfants orphelins du sida ou eux-mêmes séropositifs font figure de laissés pour compte. Ils sont mis au banc de la société et ne disposent que de peu de moyens pour survivre. Une association monégasque, Monaco Aide et Présence, a décidé de leur tendre la main. After comeback of Masters, I'm hope. I believe myself, and I'm said to me in my heart, you will be do it. You are not a single. கொடுத்தது அவங்க தான். வீட்டுக்கு ஃபேன் வாங்கி தந்தாங்க. எனக்கு எஜுகேஷனுக்கு எல்லா ஃபீஸுமே அவங்க தான் கட்டினாங்க. அண்ணனுக்கும் ஃபீஸ் அவங்க தான். ஏன்டா இருக்கிறோமோ நம்மளுக்கு மட்டும் ஏன்டா இப்படியோ அப்படின்னு ரொம்ப மனசு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தோம். C'est depuis 2007 que le principal partenaire de Monaco Aide et Présence à Dindigul, Mass Trust, intervient auprès de ses enfants et ses familles. Son directeur a été ému par le sort d'une vieille dame séropositive et il a décidé de se saisir de la cause de tous ces enfants qui ont non seulement perdu pour une grande majorité leurs parents, mais qui doivent aussi vivre avec le VIH-Sida. Mass Trust has born out of charity and human
kindness. Because after witnessing how the HIV positive women and the persons living with HIV/AIDS suffered, I found out this organization with like-minded friends. My goal mainly is to educate the children, the positive children, to give as much love as I can to them, to walk towards sustainability in life. So in one word, I can say Masters believes to give the children hope, life and everything they need to lead a sustainable life. Only through MAP only we are able to reach out to the children and help them. A big thanks to MAP Monaco Aid at present, because if at all they help me, I can do nothing to the children. Dans son combat, Gézoura est entourée par une petite armée de femmes. Chaque jour, elle parcourt les villages et effectue des dizaines de kilomètres pour aller à la rencontre des 152 enfants pris en charge et s'assurer qu'ils sont scolarisés et suivent leur traitement antirétroviral qui doit être pris quotidiennement. So Maria Darwin is a regular boy. Last 10 years we followed him. Monthly once come and check he is well. At present he is working, so how its work going on, like that. And also family level, I ask about the mother. They don't want to go immediately to doctors. I followed. You went to doctor, what they is telling, like that I asked to them. Antiretroviral therapy route. So monthly once should go to GH hospital and check the ART, the counting, CD4 counting they mentioned. Then we come and visit in home how the point is there. Ces jeunes enfants, adolescents ou jeunes adultes doivent faire également face à un mal plus pernicieux, celui du rejet et de la stigmatisation. மாஸ்டர்ஸ்லேருந்து எங்களுக்கு வந்து சத்தான உணவுப் பொருள் எல்லாம் FSB உணவுப் பொருள் வந்து தந்தாங்க. அதுலேருந்து நாங்கள் வந்து அது கொடுக்குறனால நாங்கள் நல்லா சத்தான சாப்பாடுலாம் சாப்பிட்டோம். Chaque année, des représentants de Monaco et des présences se rendent sur place. Pendant plus de 10 jours, ils enchaînent les entrevues avec les jeunes bénéficiaires pour vérifier qu'ils perçoivent bien l'aide qui leur est octroyée et qu'ils sont bien scolarisés. À l'aide ponctuelle peut venir s'ajouter des petits plus comme un vélo pour aller plus facilement à l'école ou des connexions Internet pour étudier. Vous voyez ce qui m'anime. Ce qui m'anime, c'est ce qui est derrière moi. C'est de voir tout ce qu'on peut faire pour donner des opportunités à des jeunes, des enfants, des mamans qui peuvent avoir finalement une occasion de vivre d'une façon digne. Donc pour les enfants, c'est la santé en premier. Et ensuite, c'est l'éducation, parce que sans santé et éducation, on ne peut rien faire. Et donc, les voir grandir, par exemple, voir comme ils s'en sortent de situations difficiles, voir qu'ils trouvent des jobs qui les intéressent, voir qu'ils forment des familles, et qu'ils sont arrachés à la drogue, qu'ils sont arrachés à la rue. C'est ça qui m'anime et qui nous anime tous dans le conseil, effectivement. Ces échanges sont précieux. Ils permettent aux responsables de MAP de mieux connaître l'histoire de chacun et l'écoute qu'ils leur apportent est valorisante et motivante. Ces missions de suivi sont capitales car elles permettent notamment de vérifier que ces enfants bénéficient bien de l'aide de MAP, car pour certains, ils sont bien souvent poussés à travailler dans les champs pour aider leur famille et ne vont plus régulièrement à l'école. En général, nous regardons vraiment les objectifs du projet et les activités qui sont réalisées. Nous essayons de faire un suivi qui est efficace, c'est-à-dire se rendre compte que le projet répond en effet aux attentes et à ce qui avait été présenté. Mais plus important, nous essayons vraiment de voir que les activités réalisées par les associations partenaires correspondent aux besoins et reflètent les besoins des bénéficiaires. Dans le cas spécifique de l'Inde, nous essayons d'effectuer une mission par an
Ces 5, 6, 7 dernières années, nous avons pu suivre plusieurs enfants qui étaient à l'école primaire, qui sont ensuite passés au secondaire. Certains d'entre eux ont maintenant une activité professionnelle ou font des études supérieures. Et donc ça nous permet de voir que oui, le projet a bien fonctionné et que l'argent des donateurs a été bien utilisé. À ce jour, l'association monégasque soutient plus de 150 enfants dans la région de Dindigul. Certains poursuivent donc des études universitaires comme Durga, qui a fait des études de pharmacie, ou ont ouvert des commerces comme Maria Darwin, et d'autres enfants sont même devenus parents, comme Mutu Selvi, diagnostiquée séropositive à l'âge de 5 ans. நான் வெளியே இருந்ததோட இப்போ இந்த மாஸ் நிறுவனத்துக்குள்ள வந்து இதோட இன்னும் நிறைய குழந்தைங்க இருக்காங்க. நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி ரொம்ப ஒரு தங்கச்சி நம்மளுக்கு இவ்வளோ தம்பி அண்ணா எல்லாம் இருக்காங்களா அப்படின்னு ரொம்ப இது பண்ணேன். முக்கியமாக எனக்கு வந்து மேம் அப்பா அம்மா மாதிரி 2 பேருமே என்னை இருந்து இது வரைக்கும் என்னை வழிநடத்தேன். எனக்கு அப்பா இல்லை, 5 வயசுலேயே இறந்துட்டாங்க. நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன். எனக்கு அப்பாவாக நின்று இவங்க எல்லாமே என்னை வழிநடத்துனாங்க. எனக்கு அது ரொம்ப ஒரு சந்தோஷம். நான் இவ்வளோ தூரம் இன்னும் சந்தோஷமாக இருக்கேன்னா மாஸ் நிறுவனம் மட்டும்தான். நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன். நிறைய தங்கச்சி இருக்காங்க, நிறைய தம்பி இருக்காங்க. Au-delà de ce soutien à des projets indiens, Monaco et les présences jouent un rôle majeur dans le développement de programmes dans une dizaine d'autres pays couvrant 4 continents et autour de ces domaines d'intervention privilégiés que sont l'éducation, la santé, le développement communautaire et l'urgence. Et cela fait 45 ans cette année que cet engagement se poursuit. C'est en effet en 1979, alors qu'une guerre dévastatrice faisait rage, que tout avait commencé au Cambodge. Rejoignons Justin Hadel pour les prévisions météo du début de semaine. Le retour du soleil est, je crois, prévu, Justin, pour ce lundi 1er avril. Effectivement, Julia, une belle journée vous attend avec certes quelques nuages et un brouillard assez important. Le résultat surtout du nuit agité avec de fortes intempéries. Il y aura surtout 9 heures d'ensoleillement contre 0 aujourd'hui. Pour les températures, 11 à 18 degrés. Le thermomètre de l'eau, lui, affichera les 14. Le soleil se lèvera à 7h09 et vous pourrez admirer le coucher de soleil à 19h58. Hugues, demain, c'est votre jour. Ce sera aussi l'opportunité pour tous de faire des blagues avec ce fameux poisson d'avril. Et je le rappelle, ce lundi 1er avril est aussi le lundi de Pâques. Célébré au lendemain du dimanche de Pâques, cette fête chrétienne marque la fin de la Semaine Sainte. Pâques est aujourd'hui la célébration la plus importante du christianisme. Elle commémore la résurrection de Jésus-Christ. Je vous quitte avec votre rubrique Le Flashback comme chaque dimanche. La direction de la communication vous propose de vous replonger dans vos souvenirs en vous rappelant les grands événements qui se sont produits ici même en Principauté les années précédentes. C'est la fin de cette édition. Demain, vous pourrez retrouver Émilie Rousseau aux commandes de ce journal. De mon côté, je vous dis à très bientôt sur Monaco Info, évidemment.